Le 5 septembre, Saladin Parnasse fera ses débuts à l'UFC. Après avoir dominé le MMA européen, c'est désormais à la scène internationale qu'il s'attaque et il commence par un gros morceau, Dan Hooker en main event. Je suis aujourd'hui avec MMA Analyse pour faire la preview de cette UFC Paris. Donc bonjour à tous, très content de faire cette analyse avec vous aujourd'hui. On va commencer, sans plus attendre par la présentation des 2 combattants. Donc on a des combattants qui sont très expérimentés avec des bilans, avec beaucoup de combats. Saladin Parnasse, 23 victoires pour 2 défaites. Dan Hooker, 24 victoires pour 14 défaites. Ces 2 combattants, qui sont en 70 kilos. Saladin Parnasse, qui était avant en 66 kilos et qui est monté. On a 2 combattants qui ont une différence d'âge, assez marquée. Saladin Parnasse, assez jeune, 28 ans, qui arrive à l'UFC au bon moment, face à Dan Hooker qui a 36 ans, qui est plus vers la fin que vers le début. Au niveau de la taille, on a un Saladin Parnasse qui culmine autour de 1,78 m face à un Dan Hooker avec un profil très longiligne qui mesure 1,83 m. Et au niveau des allonges, encore une fois un avantage avec Dan Hooker, 1,91 m contre 1,85 m pour Saladin Parnasse. Et au niveau des côtés forts des 2 combattants, Saladin Parnasse est gaucher, tandis que Dan Hooker est droitier, même s'il switch bien dans les 2 gardes. Donc alors si on peut parler de win streak, Saladin Parnasse reste récemment sur un énorme finish au round 1 contre Kenneth Cross sur la carte de MVP. Juste avant, il avait battu Marcin Held par TKO, idem pour Marian Ziolkowski. Il avait battu lors du KSW Paris Wilson Varela et aussi lors d'un KSW Paris Valerio Mircea. De son côté, Arman Tsarukyan n'est pas forcément sur une bonne streak parce qu'il a perdu récemment contre Benoît Saint-Denis lors de l'UFC Sydney. Juste avant, il avait perdu en affrontant Arman Tsarukyan lors de l'UFC Qatar. Sa dernière victoire est contre Mateusz Gamrot dans une décision partagée. Juste avant, il a vaincu Turner et Puelles par un ticket au corps. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec les points forts de Saladin Parnasse. Donc, au niveau des points forts, moi, le premier que j'ai décelé, c'est, le fait qu'il a vraiment une endurance, très développée. Voilà, j'ai noté cardio illimité, beaucoup de fraîcheur. Ouais, c'est vrai qu'on a pu notamment le noter dans beaucoup de ses combattants, dans beaucoup de ses combats, pardon. Saladin, c'est quelqu'un qui a un énorme cardio et qui, même face à l'adversité, que ce soit en lutte ou en striking, il arrive à prendre le dessus sur ses adversaires. On a l'impression parfois que c'est illimité, comme tu dis. On l'a vu contre Bartoszynski. Bartoszynski qui est allé faire entre 10 et 15 kilos de plus, était totalement submergé en termes de cardio par le volume de Saladin. Ouais, tout à fait et puis il est capable vraiment pendant 5 rounds de sautiller, de se déplacer sans même avoir, forcément la bouche ouverte ou être fatigué. Donc c'est vraiment une de ses forces, qui peut l'amener très, très haut. Moi, comme premier point fort, j'ai noté les déplacements et sa mobilité. On a vu dans plusieurs de ses combats, il est capable de maîtriser la distance et de se déplacer d'une manière très précise. Ça l'a amené notamment à gagner pas mal de combats. Là, tout de suite, je pense à l'exemple de Wilson Varela, où pendant un round, il arrive à se déplacer pour prendre la mesure de Wilson et rester à distance, jusqu'à ce qu'il jaillisse en mettant son pied à l'extérieur sur un bras arrière qui va connecter parfaitement le menton de Varela. Et il faut le rappeler, mais Varela, ce n'est pas un débutant. Il a combattu, il a un grand record en kickboxing. Et donc faire ça sur ce genre d'adversaire dans leur domaine, c'est quand même très impressionnant. Ouais, vraiment, je te suis là-dessus. Quand je vois le premier round contre Varela, j'ai vraiment l'image d'un Saladin Parnasse qui se déplace tout autour de la cage et qui est même très, très proche, avec son dos de la cage et il est pour autant à l'aise. Donc vraiment une qualité de déplacement où, il l'enclenche uniquement quand il en a envie et le premier round est souvent un round où il se déplace énormément. Et puis même, là, on a parlé de l'aspect déplacement lorsqu'il est pressé, mais il est capable aussi de mettre un gros volume sur le pied avant, tout en ayant un très très bon cadrage. Je pense notamment depuis son combat contre Petit Jean en boxe anglaise, il adopte plus une stance de boxeur, mais il reste quand même excellent sur ses déplacements et il se déplace véritablement pour frapper. Et ce qui est impressionnant, c'est que ses adversaires, ils ont pas d'échappatoire possible. Il arrive extrêmement bien à couper les trajectoires, que ce soit en anglaise ou bien avec ses middle. Et on l'a vu contre Kenneth Cross. Kenneth Cross il s'est très vite retrouvé contre la cage à ne pas savoir trop quoi faire. Ouais, tout à fait d'accord. J'ai aussi cette image-là contre Held où, il prend sa distance pendant quelques minutes du premier round et d'un coup, il envoie un high kick qui touche pas mal et le reste du premier round, il le passe à toucher très fort, à cadrer Held et on sent vraiment qu'il force les adversaires à se déplacer là où lui, il le veut.
Ouais, bah, j'ai ce même exemple contre Valerio Mircea, où il lui aura suffi que de quelques minutes pour connecter Mircea sur un magnifique high kick. Il avait pris la distance sur sa high kick avec deux autres auparavant, et c'est surtout sa vitesse d'exécution. Ça a fait que Mircea s'est fait surprendre, s'est fait connecter sur le haut de la tête et s'est pris son KO. Donc je te laisse attaquer avec ton deuxième point fort. Ouais, bah, le deuxième, moi, c'est le volume en striking. Voilà, c'est un combattant qui envoie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups, que ça soit, avec les poings, avec les pieds, avec les coudes. Il a en plus une grande palette, mais il a vraiment un rythme qui semble insoutenable pour ses adversaires. Ouais, et puis même, j'ai envie de dire même au-delà du volume de frappe, son volume de feinte est quand même assez impressionnant. Il arrive à venir te toucher. Moi, je te rejoins là-dessus parce que c'est exactement mon deuxième point fort. Du coup, on va faire une pierre deux coups. Mais Saladin, c'est quelqu'un qui a un nombre d'armes assez impressionnant. Il est capable de te toucher en boxe anglaise, que ce soit sur des directs, sur des coups circulaires avec ses uppercuts et ses crochets lorsqu'il rentre un peu plus dans la boîte. Il est capable de toucher très fort au corps et ça, on l'a vu encore récemment contre Kenneth Cross, hein. Kenneth Cross a été submergé en boxe anglaise, mais au-delà de sa boxe anglaise, il a quand même des kicks assez impressionnants. Il est capable d'aller chercher, souvent comme il combat dans une garde ouverte, que ce soit les calf kicks, les middle kicks ou encore les high kicks, et ça permet véritablement de maintenir une distance et de créer des pièges assez régulièrement. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il a vraiment des middle kicks qui partent à une vitesse, phénoménale. Je pense aussi, parfois à ses coups de genou, mais vraiment tout ça pour dire que globalement, il a une palette en striking qui est très élargie, mais à la fois très classique et qu'il arrive à rendre très efficace. Ouais, et puis parfois il arrive à même sortir des coups qui sortent de l'ordinaire. Au premier round contre Varela, je me rappelle qu'il sort un magnifique Superman Punch qui vient toucher Varela et le surprendre. Et ça, c'est pas tous les combattants qui le tentent, mais encore moins qui y arrivent. Donc c'est quelque chose qui peut être parfois impressionnant. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que, quand tu parles de ce Superman Punch, je trouve aussi que c'est lié à la troisième qualité que j'ai décelée, chez lui, qui est sa vitesse. C'est-à-dire qu'il a une facilité à rentrer dans la distance, à toucher et à ressortir avant même que l'adversaire, n'ait compris un peu ce qui se passait. Ouais, ouais, bah là je peux que te suivre, que ce soit ses combats contre Bartoszynski, Mircea Marcin-Held ou encore Ziolkowski. Le truc qui était vraiment le plus impressionnant, c'était que ses adversaires, ils n'arrivaient pas à lire son striking de par sa vitesse. Même Varela, on a vu que ça le gênait dans sa capacité à développer son jeu, notamment ses kicks. Varela, il a principalement utilisé une arme, c'était le jab et son low kick avant. Et ça, quand un tel kickboxer n'arrive pas à développer son striking vis-à-vis de la vitesse de son adversaire, ça montre qu'elle est très impressionnante. Mircea se fait totalement surprendre, il n'arrive pas à toucher en striking parce que Saladin a une vitesse vraiment phénoménale. Et tu sais ce qui me marque le plus? C'est Marchineld à l'interround qui dit que il ne peut absolument rien faire debout car Saladin va trop vite et a des parpaings à la place des poings. Ça, je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu ailleurs. Ouais, c'était très marquant. Je me rappelle vraiment de voir sa tête, à la fin du premier round quand il était, avec ses coachs et me dire: «Oui, bah, c'est bon, le combat est déjà fini». Il l'a submergé, il l'a dégoûté et on sait ce qui va se passer dans quelques minutes après, quoi. Ouais, c'est ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa capacité à se placer deux, trois steps au-dessus de ses adversaires en striking, mais surtout à quel point sa vitesse elle est impressionnante, que ce soit ses kicks, ses bras, c'est franchement impressionnant. Quand je pense encore au combat contre Ruchala, Ruchala il le touche sur des coups un peu unorthodoxes, mais sinon il a l'air vraiment d'être deux, trois fois moins rapide que lui. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord et en plus, enfin, vraiment pour finir sur cette vitesse, c'est quelque chose qu'on voit depuis ses débuts quand on voit les combats au 100 fight. La première chose qu'on voit, c'est qu'il tape fort, mais surtout très vite. Ouais. Un autre point fort que j'aimerais mettre en avant, c'est son body lock. On l'a vu plusieurs fois, quand Saladin te met la main dessus, c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Et quand je parle de mettre la main dessus, la chose que j'aimerais le plus mettre en avant, c'est son body lock. Il l'a utilisé, on a pu le voir contre Bartoszynski. Et je sais que j'exagère peut-être un peu dessus, mais Bartoszynski, c'est quelqu'un qui faisait 10 à 15 kilos de plus. Et pourtant, à chaque fois que Saladin arrivait à poser son body lock, c'était quelque chose qui était très compliqué pour lui de s'en sortir. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça l'a gêné, même s'il y avait une grosse différence, de poids. C'est un endroit du combat où il est très fort
Et j'aimerais bien insister sur le fait, que je trouve que dans son body lock, sa lutte, debout, il a, des armes qui viennent gêner. Il utilise très bien sa tête pour appuyer, sur, le haut du corps de son adversaire, voire sur sa tête et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup gêner ses adversaires, je trouve. Ouais. Bah, là, dernièrement, on l'a vu contre Kenneth Cross ou même Marchineld, hein. C'est vraiment un problème pour ses adversaires. Dès qu'il arrive à saisir ce body lock, c'est très compliqué. Après, il va souvent chercher ce genre de crochetage. Et là, comment dire, les adversaires commencent un petit peu à paniquer à partir de ce moment-là parce que si Saladin met le body lock, en règle générale, c'est qu'on s'approche de la fin du combat. Ouais, tout à fait, c'est vraiment lui qui décide de le mettre et qui ne le subit pas. C'est vraiment une arme, qu'il a appris, je trouve, à développer et qui est très différente de son striking, mais qui peut lui servir, dans beaucoup de phases du combat. Ouais, exactement, parce que le body lock, c'est pas seulement pour amener en lutte, ça peut avoir une très grande importance, que ce soit dans les phases de moins bien où il a besoin de gagner un peu de temps. Il peut aller saisir un body lock, travailler dessus. Ouais, tout à fait d'accord et justement, je trouve que ça fait écho à la 4e qualité que j'avais notée, c'est ô combien il est complet. C'est-à-dire qu'il est très fort en striking, très bon en lutte, il a aussi un bon sol. La dernière fois qu'il affrontait un très bon combattant au sol, c'était Held. On a vu qu'il a plutôt bien défendu la lutte. Quand c'est allé au sol, il a réussi à contrer toutes les attaques, de soumission de son adversaire et je trouve que c'est dur de déceler un point faible, très, très visible chez lui. C'est ça, il est vraiment l'archétype de cette nouvelle forme de MMA où il n'y a pas vraiment de points forts, mais des combattants extrêmement complets. Saladin, je trouve que c'est vraiment l'archétype parfait de ça. On a parlé de tout à l'heure son anglais, ses kicks, on a parlé de son body lock et maintenant moi j'aimerais mettre un accent sur son ground and pound pardon phénoménal. Et on dirait qu'il a vraiment pas de point faible. Il est capable de se mettre en position forte pour faire énormément de dégâts. Je pense là tout de suite à Rushala où il fait un énorme body kick, chose que peu de combattants pensent à faire au sol. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il a un ground and pound très intéressant. Il arrive à taper fort, certaines fois sans même peser sur l'adversaire, c'est-à-dire qu'il a les jambes, j'allais dire, et le buste en A. Il arrive à mettre, des coups très forts, mais aussi des fois il arrive à peser sur ses adversaires et on voit que quand l'adversaire est au sol en dessous de lui et qu'il est en position dominante, il envoie des coups pour terminer le combat à coup sûr. Ouais, c'est exactement ça. On a vu peu de combats où Saladin commençait à enclencher un ground and pound et où l'adversaire a réussi à s'en sortir. Que ce soit contre Varela après le knockdown, Saladin a su très très vite capitaliser dessus. La back mount, les dégâts. Que ce soit contre Ziolkowski, où il prend la backside et il le martèle de coups. C'était vraiment super impressionnant à la télé. Et dernièrement, comme tu as dit, contre Marcin Neld, où là, à partir du moment où il a su s'élever pour prendre de grosses positions dominantes et frapper, c'est extrêmement fort. Je n'ai même pas les mots pour décrire ça. Saladin, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il est au-dessus de toi, il te fait passer vraiment de très mauvais moments. Et je pense que essayer de capitaliser sur des soumissions d'en dessous, pardon, sur ce genre de combattant, c'est extrêmement risqué. Avec la menace de ground and pound. On l'a encore vu ce week-end, Dolidze contre De Ridder. Dolidze qui a tenté de tirer la garde, mais qui s'est vite retrouvé en dessous à prendre d'énormes frappes. Et je pense que Saladin, il est capable aujourd'hui de finir n'importe qui du dessus. Ouais, assez d'accord. Si tu le veux bien, je pense qu'on peut passer au point faible de Saladin. Exactement. Bah, Je te alors laisse écoute, je vais commencer. commencer par le premier. Merci, oui, que j'avais noté. C'est pas forcément, un point faible, on va dire sportif ou dans son jeu, comme il y en a peu, mais c'est plutôt, voilà, je voulais pointer son expérience à très haut niveau. On sait qu'il a affronté, la les meilleurs combattants au KSW, mais qui ne sont pas ceux, à l'UFC. Il a affronté des combattants, même si lui actuellement est très haut classé, il n'a pas affronté, me semble-t-il, des gens, au-delà du top, 40 voire top 50 et donc c'est quelque chose qui peut lui manquer, quand il va rentrer, bientôt donc dans la meilleure organisation du monde. Ouais, c'est exactement ce que je reprends dans Pression début. C'est qu'on a vu pas mal de combattants qui avaient probablement le niveau à l'UFC, mais une fois les débuts dans la cage, il y a toujours ce petit stress, cette petite pression de faire ses débuts, et ça peut probablement le gêner. Après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui stresse énormément, mais on a vu sur des combattants comme Pachimix qui étaient très bons, qui ont été totalement marqués par leur début raté à l'UFC, et on sait que ça peut avoir de
de grosses conséquences. Et j'aimerais aussi continuer là-dessus en disant qu'il y a potentiellement un changement de niveau. Quand tu passes d'un adversaire qui est Marcin Held à Danuker, peu importe ton niveau, tu vas quand même prendre peut-être un petit step au tout début du combat et va falloir faire très attention sur ce début de combat. C'est sûr. Après, quelque chose qui me paraît rassurant, vis-à-vis de Saladin Parnasse et de du niveau qu'il a affronté auparavant, c'est qu'il a toujours eu l'air de survoler ses adversaires et de surtout, ne pas s'abaisser à leur niveau. C'est-à-dire que dans tous ses combats, on voit qu'il est très concentré et je pense qu'on ne verra pas de différence forcément de niveau avec, ce qu'on a vu, à l'UFC. C'est-à-dire qu'il va aborder, ce qu'on a vu au KSW pardon, c'est-à-dire qu'il va aborder les combats de la même manière, mais juste contre des adversaires plus forts et là seulement, on pourra voir s'il arrive à s'imposer aussi facilement qu'il le faisait avant. Ouais, bah j'espère pour lui que la pression ne va pas venir le chambouler. Lui, il avait dit que la pression, il la prenait de manière assez positive, donc tant mieux. Mais c'est quelque Oui, chose tout qui va être à surveiller. oui, tout à fait. J'ai vu récemment qu'il disait qu'il avait surtout l'envie de bien faire et que c'était pas forcément une pression, négative. Après, comme avant-goût, on a pu voir que pour son premier combat aux États-Unis, au MVP, il était, assez, comme à son habitude, comme à son aise, je dirais, dans le combat. Il avait pas l'air d'être, plus stressé que d'habitude et ça s'est très bien, converti dans la cage. Ouais, il avait l'air assez serein. Après, est-ce que va y avoir une différence? Parce que là, on parle des débuts à l'étranger dans une grosse organisation, alors que là, il va être quand même tête d'affiche de cet event. C'est vrai, après le truc positif pour lui, c'est qu'il est à Paris, donc il est à côté de chez lui et je pense que, il a beaucoup, également combattu à Paris avec le KSW. Il est déjà habitué et le fait de combattre dans sa ville, de pas avoir de déplacement et n'avoir que le côté, réellement sportif à côté et pas de logistique, ça peut lui permettre, d'arriver, très en forme et de ne pas lui ajouter plus de pression que ça. Exactement. Après, quand je pense à son voyage aux États-Unis, il avait dit qu'il prenait comme une chose très positive puisqu'il adorait les États-Unis. Oui, tout à fait, c'est sûr que c'est important de pour les combattants, je pense, de combattre dans un endroit où on se sent bien, d'être dans un cadre, agréable et propice à performer. Alors moi, le premier point qu'on pourrait dire faible que j'ai noté, qui pourrait être exploité potentiellement par Dan Hooker, c'est depuis son combat contre Petit Jean en boxe anglaise, il a peut-être adopté une stance trop type anglaise. On a vu qu'il pouvait être sujet, cette stance, elle pouvait être sujet à des calf kicks. Et on sait que, comment dire, lorsqu'on aborde une stance en type en anglaise, c'est extrêmement difficile de contrer ou d'esquiver les calf kicks. Alors là, il va falloir faire très attention parce que Dan, c'est un kicker. Oui, tout à fait et je pense que tu as raison de le mentionner comme un point d'intention. Moi, je pense qu'il soit prudent, de ne pas, rester dans cette stance. Mais, pour l'avoir entendu parler plusieurs fois, il disait que lorsqu'il fait ses combats en boxe, il s'entraîne spécifiquement pour la boxe et qu'ensuite il en tire les fruits et je pense que lui et son camp ne feront pas l'erreur, de garder, ça de manière trop prononcée et qu'il sera, avec, une stance, très propice au MMA. Ouais, parce que cette crainte, je l'ai parce que on a pu le voir sur ses deux derniers combats après son combat en boxe anglaise. Contre LD Cross, il avait une garde un peu plus les pieds écartés. Il kickait moins, il envoyait beaucoup plus de l'anglaise. Du coup, est-ce que indirectement, il a pris plus de qualité de l'anglaise, mais aussi certains défauts que l'anglaise peut avoir en MMA? Ça va être une réponse très importante qu'on aura le 5 septembre. Ouais, tout à fait, je suis assez d'accord et du coup, je vais, enchaîner sur, mon deuxième point faible que je lui ai trouvé. Donc c'est je trouve qu'il a beaucoup d'ouverture debout, mais je vais préciser, je trouve pas forcément qu'il ait une mauvaise garde ou qu'il a le menton à la fenêtre, mais plutôt qu'il, dans le volume de coups qu'il envoie, il arrive beaucoup de moments où il peut être dans la poche et face à un striker d'élite comme Dan Hooker, ça peut faire très, très mal. Ouais, je pense que tu as raison. Parfois, il a tendance à, c'est un peu le revers de la médaille. Il a tendance à parfois jaillir avec du volume lorsqu'il vient de l'arrière. Et ça peut parfois donner des opportunités à ses adversaires de le contrer quand même assez durement. On l'a vu contre Ruchala, on l'a vu contre Torres, que parfois il pouvait être connecté lorsqu'il rentrait dans la boîte. Ruchala, c'est un petit peu, enfin les deux, c'est un petit peu spécial puisque, comment, Torres, il le connecte avec son biceps et Ruchala, il me semble que c'est sur un coup de poing retourné. Mais bon, c'est quand même des choses à noter, le fait que dans la boîte, il peut parfois être assez ouvert. Et j'aimerais continuer dans le point faible que j'ai noté contre
contre Bartoszynski, j'ai vu un point qui me faisait très peur, c'est que parfois il a tendance à vouloir esquiver dans la boîte lorsque son adversaire envoie de l'anglaise. Il se baisse énormément et tente énormément de slip and roll. Et je pense que contre Dan Hooker, il faudrait surtout pas faire ça, parce qu'on sait que Dan Hooker, il sait très bien intercepter les esquives avec ses genoux. Oui, tout à fait, c'est un combattant qui arrive à bien sentir, anticiper les déplacements pour esquiver de ses adversaires, donc il faudra faire attention et je trouve que ça rejoint mon troisième point. Je trouve que Saladin est très réactif, c'est-à-dire qu'il réagit beaucoup aux feintes, il se déplace, beaucoup et je pense qu'il faudrait faire très attention à ça face à Dan Hooker. Alors, c'est pas quelque chose que j'avais spécialement noté d'être très réactif, mais c'est vrai quand tu le dis parfois, ça là, il a tendance à énormément reset de ses actions lorsque son adversaire commence à essayer de mettre beaucoup de feintes. Et contre Dan, surtout avec la pression qu'il va avoir, ne pas surengager sur les feintes, ne pas trop être réactif. Je pense que ça va être un point essentiel pour pouvoir gagner ce combat-là, surtout que Dan, on sait qu'il a d'énormes kicks, alors se prendre sur un high kick parce qu'on a mordu à une feinte en middle, ça pourrait être très dangereux. Après, je pense que Saladin, c'est quelqu'un qui a quand même énormément d'expérience et qui prendrait pas forcément ce genre d'action, mais on ne sait jamais. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis et je pense qu'on peut enchaîner sur les points forts de Dan Hooker. On en a mis un donc qui est le même. Moi, j'ai écrit striking, kick au corps et toi kick au corps. Donc je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est vraiment, la l'arme principale de Dan Hooker. Exactement, on l'a vu contre Benoît Saint-Denis, il a d'excellents stab kicks au corps et encore une fois, c'est en garde ouverte. Donc on voit bien que Dan, il est capable d'aller chercher des avantages dans une garde ouverte, malgré que ça soit un droitier. Et je pense souvent au placement de sa jambe avant, il arrive à extrêmement bien la placer pour venir toucher ensuite comme un couteau. Il vient poignarder dans le ventre avec sa jambe arrière. Et c'est vraiment impressionnant la manière dont il l'use. Et ça permet de vider peu à peu ses adversaires d'énergie. On a vu un Benoît qui était très fatigué sur le reculoir. Un Benoît sur le reculoir, c'était presque du jamais vu contre Dan Hooker. Je pense qu'il va falloir faire attention, même si ça là, il va sûrement mettre une grande distance entre eux. Oui, c'est ça, on a vu ce BSD être touché directement au corps et avoir directement les bras, baissés pour se protéger le corps. Donc on voit que Dan n'a besoin que d'un seul coup pour, faire très mal dans cette zone. Ouais, c'est vrai que même au-delà de ses kicks au corps, j'ai remarqué que il avait quand même d'assez bons kicks en règle générale. C'est quelqu'un qui est très souple. Là, on l'a vu contre Arman, il se faisait lever sa jambe super haut et pourtant ne s'est pas fait amener au sol sur celle-ci. Je pense que Ouais. Dan a quand même une certaine variété de kicks qui peuvent poser de problèmes à de nombreux combattants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la garde ouverte, c'est pas quelque chose qui est un grand désavantage pour lui puisqu'il l'utilise quand même assez bien. Ouais, tout à fait et ça me donne une transition toute trouvée, tu me parles de souplesse, c'est quelque chose que j'ai aussi noté dans mon 4e point fort pour lui, que j'ai décomposé en 2 parties. Donc son physique qui a donc d'un côté, une allonge impressionnante, donc pour la catégorie, c'est l'un des plus grands avec l'une des plus, grandes allonges et également, oui, cette souplesse qu'on a vue, face, à Benoît. Il arrive à lever les jambes très haut, grosse souplesse de hanche et donc c'est quelque chose, qu'on voit pas forcément, souvent chez ce type de profil qui paraissent un peu rigides, mais ça peut le sauver de bien de situations. Ouais, et puis sa souplesse, ça lui permet d'éviter de nombreuses amenées au sol. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, ça m'amène sur un de mes points forts, qui a une excellente takedown defense, même si parfois il va vouloir trop tenter sa guillotine, quitte à donner une amenée au sol, mais en dehors de sa guillotine, Dan Hooker, c'est quelqu'un qui, contre la cage, est extrêmement fort pour défendre. Et pour revenir sur la longe, c'est vrai que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui se sert extrêmement bien de son allonge. Que ce soit son allonge de jambe ou son allonge de bras, il arrive à parfois, quand il le veut, hein, parce que on va pas se mentir, parfois il a des trous de fight IQ, mais quand il arrive à vouloir maintenir une distance, il est extrêmement fort pour punir les entrées de ses adversaires en mi-distance, que ce soit avec ses genoux, ses kicks, ou même parfois ses crochets ou son bras arrière. Ouais, je suis assez d'accord et il se sert vraiment de son allonge, rien qu'avec son jab. S'il le veut, il a la possibilité de gagner de longues minutes, voire des rounds, juste avec son jab, en le plaçant, au bon moment. Donc c'est physiquement, il tire vraiment bien avantage de ses qualités. Dans le premier point fort que j'ai noté, c'est sa dureté et le fait qu'il aime le chaos. Dan Hooker, c'est quelqu'un qui est très durable,
je parle notamment en striking, c'est quelqu'un qui peut être touché à de nombreuses reprises, mais qui va être capable de revenir plus tard. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure son combat contre Jalin Turner dans ses 5 derniers combats, et je repense à un moment où, où il mange un énorme high kick en plein visage sans garde. On a l'impression qu'il va tomber KO, mais il arrive à survivre et à aller chercher ce combat. Je pense que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui, malgré les dégâts qu'il peut prendre, qui va complètement rester dans le combat et qui peut être nourri par ce KO. Il a tendance à aspirer ses adversaires dans le KO, à leur faire prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais prises d'habitude. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux. On pense pouvoir le finir. On se dépêche debout pour pouvoir lui mettre un maximum de dégâts dans la boîte et on ressort plus épuisé que lui. Parce que lui, c'est ce qu'il aime, le chaos. C'est ça et ça rejoint, le mot combativité que moi j'ai ajouté. On se souvient tous du combat face à Dustin Poirier, cette guerre, monumentale où il prend des coups sans tomber. On comprend pas comment il arrive à continuer, mais il finit le combat comme il peut. C'est vraiment, son point fort. Après, je me demande si on peut pas, se dire qu'avec, toute l'expérience qu'il a pris, il est peut-être pas un petit peu fragilisé physiquement et est-ce qu'il ne pourrait pas craquer plus vite à ton avis? Ouah, c'est une possibilité. Après, sur ce genre de situation, on aura la réponse que lors du combat. Et je pense que Saladin et son équipe ne vont pas forcément se dire que Dan Hooker va avoir un menton moins fort. Je pense qu'ils vont essayer de préparer le meilleur Dan Hooker possible et ce serait la meilleure chose à faire. Dan Hooker, c'est quelqu'un pour le moment qui n'a pas encore craqué debout, même si on voit qu'il commence à prendre de plus en plus de dégâts. Je pense au combat contre Arman, où même si c'était lui le striker, il s'est pris énormément de dégâts au visage, que ce soit en ground and pound, mais je pense surtout en anglaise debout. Dans la boîte, il a pris quand même pas mal de dégâts. Et même si sa dureté, ça peut être un point fort, ça peut parfois l'amener à prendre pas mal de dégâts, mais je garderai ça pour les points faibles. Oui, c'est ça et je pense que son équipe, l'équipe de Saladin Parnasse va plutôt miser, sur le fait de ne pas le sous-estimer puisqu'il, il a engrangé une expérience donc à très haut niveau. Il suffit de regarder son Tapology, il a affronté les grands noms de la catégorie des lightweights à l'UFC, ce qui fait qu'il est très, qualifié. Il a beaucoup d'expérience, on le disait tout à l'heure avec, le nombre de combats qu'il a. Ouais. En deuxième point fort, j'ai noté sa guillotine. Même si parfois il a tendance à la tenir trop longtemps et donc à perdre des positions, Dan Hooker, c'est quelqu'un qui a une guillotine quand même assez puissante. Je ne me rappelle plus le nom de l'analyste, mais c'était sur Fight Mind, j'avais entendu, comment dire, un expert du corps parler de la différence de force qu'il a entre son bras gauche et son bras droit. Et Dan Hooker, c'est quelqu'un qui met énormément de finish par son bras gauche et qui donc tient cette guillotine par ce bras-ci. Et il est extrêmement dangereux là-dessus. On l'a vu contre Benoît qui a accepté de perdre certaines positions pour pouvoir la défendre. Même Arman, qui a une défense exceptionnelle, il a fallu qu'il sorte justement cet anaconda, non, oui, si, cet alligator roll pour pouvoir sortir de cette guillotine et pas tout le monde est capable de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est très très dangereux, mais qu'il appuie un peu trop dessus. Ouais, je suis assez d'accord. J'étais tombé du coup sur la même analyse, sur la chaîne de Fight Minds et je suis tombé aussi cette semaine en regardant quelques photos. On voit que Dan Hooker a des bras qui ne sont pas musclés de la même façon et donc on peut voir qu'il force vraiment cette guillotine, de ce côté-là et que c'est, quelque chose sur lequel, il met, beaucoup de crédit, pour sa défense. Alors je reviens vite fait, j'ai retrouvé le nom, c'était Sport Posture Conseil. Sur Exactement. Instagram, c'est leur nom. Du coup, je me voyais obligé de les citer parce que c'était leur travail. Et ouais, on voit que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui a quand même un bras gauche qui est quand même plus développé. Et c'est peut-être son arme principale, que ce soit au sol ou debout, en dehors de ses kicks. Ouais, assez d'accord avec ça. Tu veux passer à ton point suivant? Hem, Au niveau des points forts, il me semble que je les ai tous cités. J'avais Parfait. complété en parlant de la combativité. Je vais finir sur les kicks au corps, on a déjà abordé sur la takedown defense. Je pense que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui a une takedown defense assez sous-cotée. Et pourquoi elle est sous-cotée? La raison, c'est comme j'ai dit précédemment, c'est sa guillotine. Il utilise quand même sa guillotine à de nombreuses reprises, alors que quand il l'use pas, il a quand même un pourcentage de réussite sur sa défense qui est énorme. On l'a vu contre Arman. Arman a eu du mal à l'amener au sol, à part quand Dan donnait sa guillotine.
Et même Benoît a dû user de son judo. En lutte pure, Dan Hooker a su parfaitement défendre. Il va notamment chercher souvent, j'ai noté, un body lock. Même à un moment contre Arman, ça a donné une séquence un peu lunaire où lui aussi il a tenté d'attaquer Arman en lutte en Mm. gardant le body lock au lieu de sortir. Et même parfois il arrive à chercher un double overhook qui va essayer de briser comment dire, le body lock adverse. Je pense que ça c'est une force pour Dan à ne pas sous-estimer. Tout à fait, et ce que je trouve intéressant dans sa takedown defense, c'est que je trouve qu'elle commence avant même que, l'adversaire vienne le lutter. C'est-à-dire qu'avec ses genoux, il passe du temps à les envoyer, à mettre aussi des feintes de genoux, et ça fait partie de ça, et ça dissuade vachement les lutteurs, de rentrer sur lui. Oui, même il arrive souvent à mettre quand même cette frame avec son bras avant pour pouvoir mesurer la distance et empêcher le lutteur d'entrer comme il veut. Il met une frame, ça permet de mesurer la distance. Ensuite, il va souvent essayer d'aller chercher un body lock pour sortir. Et c'est quelque chose à ne pas sous-estimer, malgré que parfois il use un peu trop de sa guillotine, hein, je le répète, mais c'est quand même assez dommage d'avoir une si bonne takedown defense pour se jeter sur ce genre de guillotine qui, qui n'a pas fonctionné, on va dire, contre Benoît et Arman. Oui, c'est vrai que des lutteurs un peu plus expérimentés, arrivent à en sortir assez facilement, et ça devient dangereux pour lui parce qu'accepter une guillotine, en se mettant potentiellement au sol et en ayant un lutteur, proche de soi qui peut très rapidement monter sur soi, c'est vraiment prendre un risque, inutile. Si ça te va, on va passer au point faible de Danuker. Allons-y. Je te laisse commencer. Alors au niveau, de ses points faibles, le premier que je note, moi, c'est son kilométrage. Je suis allé voir sur Fight Matrix une stat, intéressante. Donc l'âge de cage répertorié par Fight Matrix est à 51 ans, ce qui est énorme. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup laissé embarquer dans des guerres, qui a pris beaucoup de dégâts. Et moi, j'ai ajouté aussi l'envie. C'est est-ce que après tant de guerres, après tant de défaites, là, par exemple, on sait qu'il ressort de deux grosses défaites, alors qu'il venait de battre Mateusz Gamrot, est-ce qu'il a encore l'envie? Là, on l'a vu récemment énormément faire la promotion de son site. Il me semble que c'est un site de casino. Et est-ce que lui, il a encore envie d'être là? Il a déclaré avoir une énorme paye pour venir à Paris. Est-ce qu'il est là pour faire de la figuration? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de son envie d'aller chercher le haut du panier en lightweight? Il a dit plusieurs fois qu'il voulait être un gatekeeper, celui qui casse les rêves de ceux qui veulent monter. Mais est-ce que ça va suffire face à un jeune loup comme Saladin qui lui vient pour tout arracher? On va voir, surtout que, comment dire, le manque d'envie, le manque de préparation, hein, je ne veux pas, comment dire, insinuer que Dan Hooker est mal préparé, mais c'est, c'est une possibilité, pardon. Et contre un Saladin extrêmement explosif et extrêmement rapide, est-ce que ça peut pas lui jouer des tours, surtout dans les premières minutes du combat avant qu'il arrive à rentrer dedans? Bien sûr, c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est qu'il dit avoir changé d'optique, ne plus, croire, en son rêve de ceinture, et donc oui, comme tu le dis, il va falloir voir si dès le début de combat, il est bien concentré, prêt à terminer son adversaire comme à son habitude, ou s'il s'est peut-être laissé un petit peu attendrir, comme tu disais, par ce chèque, par cette situation confortable d'être aussi en main event, en Europe, ce qui est, une chose, nouvelle pour lui. Ouais, justement, c'est un point qu'on va devoir surveiller. Après, on n'est pas dans son camp d'entraînement. Je ne connais pas forcément de personnes capables de répondre là-dessus. On aura peut-être des réponses lorsque que Kevin Jousset fera sa preview de ce combat-là. Mais j'espère qu'on aura un Dan Hooker à 100% tout de même. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment envie de voir Saladin Parnasse, affronter, Dan Hooker à 100 pour pouvoir aussi se faire une idée de son réel niveau, et ça serait vraiment dommage, par exemple, d'avoir un Dan Hooker, mal préparé et qui laisse trop de chances à Saladin, de gagner, quoi. Donc, si tu veux, on peut continuer sur les points faibles. Je pense qu'un des points faibles principal, de Dan Hooker, c'est son sol. C'est un combattant, voilà, lorsqu'il se fait amener au sol, c'est, souvent que le combat va se finir, rapidement en sa défaveur, et j'ai aussi noté l'amour de la bagarre, donc on en a parlé un petit peu avant. Sa combativité peut se transformer des fois en risque, et dans le fait de ne pas défendre intelligemment. Alors ouais, j'aimerais appuyer sur ce point. On l'a vu contre Mateusz Gamrot. Il a réussi à se faire amener au sol, mais il arrivait quand même assez vite à remonter. Mais je pense que c'est plus une configuration de comment il est amené au sol.
Je pense que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui va être assez réactif sur les défenses lorsqu'il n'a pas le dos au sol, qui sait qu'il peut se relever assez rapidement via un scramble rapide. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a tendance à accepter un peu trop d'être sur le dos, à vouloir défendre le ground and pound, défendre les soumissions au lieu de tenter plus rapidement de se relever. On l'a vu contre Benoît. Benoît a eu énormément d'opportunités de finir Dan Hooker une fois que Dan Hooker était dos au sol, que ce soit lorsqu'il avait, c'était pas vraiment un crucifix, mais lorsqu'il avait emprisonné sa jambe sur une sorte de Mmh. triangle au-dessus, que ce soit lorsqu'il était en demi-garde, en montée. Dan Hooker, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément, qui ne propose pas forcément les défenses nécessaires pour entamer un scramble et se relever. Mmh. Oui, tout à fait et pour terminer, sur le point faible que j'avais noté, il est dans une dynamique, négative de 2 défaites, par finalisation. Donc c'est quelque chose, qui n'est jamais bon pour un combattant, de faire 2 défaites de suite. Surtout là de prendre un jeune loup comme tu disais, affamé comme Saladin, c'est quelque chose de très dangereux à mon goût. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point. La dynamique et le kilométrage, ça peut énormément impacter le combat. Son envie, comment il va approcher, comment il va s'entraîner. Est-ce qu'il va mettre la même énergie qu'auparavant? Ou est-ce qu'au contraire, parce que on le dit souvent, mais ça peut le libérer, de ne plus avoir cette pression des objectifs et de simplement venir s'amuser, de venir casser les rêves de chacun. Est-ce que ça peut lui réussir? J'ai quand même de forts doutes là-dessus, mais on aura la réponse le 5 septembre. Ouais et c'est bien pour ça que ce combat, est hypant et qu'on a tous envie de le voir. C'est parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, d'un côté, chez Saladin Parnasse, mais aussi beaucoup chez Dan Hooker. Et je vais finir avec mon dernier point faible. C'est le fight IQ. Non, il m'en reste deux, pardon, encore. C'est le fight IQ. Parfois, Dan Hooker, c'est quelqu'un qui va prendre de très mauvaises décisions en combat. Je vais repenser à son combat contre Dustin Poirier. Au début du combat, c'est quelqu'un qui arrive à imposer sa distance, à imposer son combat, à ne pas aller dans la guerre de mi-distance contre Dustin. Et ça lui réussit pas mal puisque Dustin va tenter d'aller lutter. Mais cependant, au bout d'un moment, Dan Hooker a, j'ai pas envie de dire laisser de côté sa stratégie, mais il a perdu un petit peu de son fight IQ et il a laissé sa distance de côté pour rentrer dans un combat absolument phénoménal, certes, mais qui était à l'avantage de Dustin Poirier. Et s'il avait plus comment dire, de capacité à rester dans son combat et dans son game plan, est-ce qu'il est pas capable d'aller chercher plus de victoires? Le fight IQ aussi, je le disais tout à l'heure, ça guillotine. Mais quand on arrive à défendre les amener au sol de d'Arman avec, j'ai pas envie de dire avec cette facilité, mais avec ce niveau-là de lui qui est en face, est-ce qu'il faut vraiment tenter à chaque fois la guillotine alors que tu sais que tu vas prendre énormément de dégâts? Parce que dans le premier round, il se fait déjà amener comme ça et prend énormément de dégâts. Donc à partir du moment où tu fais pas cette rectification, que tu sais que ta guillotine, elle va sûrement ne pas passer et que tu la retentes à chaque combat, c'est selon moi presque une faute professionnelle. Oui, tout à fait et d'ailleurs, c'est pas le seul à mettre, à tenter beaucoup de guillotine. Je pense aussi à Dustin Poirier, mais qui lui, avait ensuite, une fois les fesses au sol et sa guillotine, sautée, il avait beaucoup plus de facilité à défendre au sol et donc je trouve qu'il prenait moins de risques. Tandis que là, Dan Hooker, c'est vraiment inutile de se mettre autant en danger. Et ouais, et c'est ça. Je pense que son combat contre Gamrot l'a un peu biaisé sur le fait que Gamrot a été pas loin de se faire soumettre sur cette guillotine et qu'il ne veut pas la lâcher. Après, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais peut-être qu'à l'entraînement, il soumet tout le monde avec ses guillotines et qu'il se demande pourquoi ça passe pas en combat et il tente jusqu'à ce qu'un jour elle puisse passer. On a vu par exemple un Dustin Poirier le tenter à de nombreux combats. Il a tenté encore contre Max alors qu'il avait peut-être une opportunité après l'avoir touché. Mais bon, il y a un moment, est-ce qu'il faudrait pas faire passer, pardon, la stratégie avant l'envie de réussir cette finalisation, pardon. Si, moi je pense vraiment que si, surtout qu'on sait que l'entraînement c'est pas pareil que le combat, qu'en face on a des mecs avec, beaucoup d'enjeux qui n'ont pas envie de taper, aussi facilement, qu'à l'entraînement on veut peut-être préserver son intégrité physique. Donc il faut faire la part des choses vraiment et devenir beaucoup plus stratégique si, il veut rester dans le top de la catégorie. Et, et au-delà même de la bagarre et de ces guillotines, on le voit parfois, franchement, faire des choix qui sont vraiment questionnables. Je pense à la séquence où il se fait finir. Benoît amène au sol en contrant Dan Hooker. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dan Hooker qui tente le judo sur Benoît alors que l'arme principale de Benoît contre lui, c'était l'utilisation de son judo. Je me dis qu'à ce niveau-là,
tenter ce genre de choses alors que le combat peut potentiellement aller dans ton sens, c'est c'est complètement étrange. Franchement, il y a parfois des moments où je ne comprends pas ses choix, où il va préférer totalement abandonner l'idée d'aller chercher une stratégie et simplement aller faire ce qu'il a envie. Ou peut-être peut-être que c'est son instinct qui lui dit de faire ça pendant les combats, mais à ce niveau-là, c'est vraiment questionnable. Oui, c'est sûr que contre BSD, il lui a vraiment, servi un de ses plus gros chemins de victoire, sur un plateau. Faudrait vraiment qu'il ait, je l'espère pour lui, mieux, revu, son approche stratégique des combats pour ne plus que ça arrive. Parce que sinon, je pense qu'il peut vite, vite sortir du top 15 en enchaînant une ou 2 défaites supplémentaires contre, des combattants beaucoup mieux préparés que lui. Je vais partir sur mon dernier point faible. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est sa défense en boxe anglaise. C'est quelqu'un qui est très fort à longue distance, mais qui a tendance à accumuler énormément de dégâts en boxe anglaise. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est contre Harman, où Harman, à chaque fois qu'il rentrait dans cette mi-distance, il touchait énormément d'Anne, alors que pour autant, le striking, c'est plutôt le point fort de Hooker. Et il a subi énormément de dégâts dans cette partie du striking. Et contre un Saladin qui a une boxe anglaise irréprochable dans la boîte et qui va extrêmement vite, ça peut être très dangereux. Dan Hooker a tendance parfois à avoir le menton à la fenêtre, à venir vouloir connecter avec ses genoux dans la mi-distance et à se faire punir au niveau des frappes en anglaise. Oui, je pense que comme son menton n'a pas encore lâché, il se repose beaucoup dessus et au lieu de revoir son approche stratégique et d'essayer d'être, plus hermétique au coup, il se fait beaucoup confiance au niveau de ce menton. Oui, et puis je pense à un autre combat, mais Gamrot, il y a un moment où Gamrot met knockdown Hooker parce que Hooker tente de rentrer dans une mi-distance sans avoir les mains hautes. Je me rappelle plus c'est quel coup qu'il tente, mais Gamrot le met knockdown sur une sorte de double punch et c'était vraiment bizarre à voir, mais ça montre bien que Hooker peut parfois se faire toucher d'une manière assez étrange en voulant entrer sans préparation dans la mi-distance et surtout sans garde. Je pense que contre Mmh. Saladin, ce genre de choses, ça serait absolument évité. Ou même contre Benoît, on a vu Benoît quand il a lâché les chevaux, il a tout de suite réussi à plus toucher, que ce soit sur les uppercuts, les crochets en le mettant dos à la cage. Et ça, c'est vraiment un des plus gros points faibles en striking pour Dan Hooker. Ouais, je pense vraiment qu'on pourrait le qualifier de striker d'élite offensivement, mais que défensivement, il est vraiment une à 2 classes, inférieures. Exactement. On passe au game plan. Allez, Je te laisse commencer. du coup, moi comme game plan, ce que je prioriserais pour Saladin Parnasse, c'est commencer à imposer son volume, c'est-à-dire, ne pas laisser, Dan Hooker s'installer, ne pas le laisser avancer comme il sait le faire parce qu'une fois qu'il l'a cadré avec ses longs membres, ses coups de genoux, son bras arrière, mais aussi son jab, ça peut être très compliqué. Donc je pense qu'il faut que Saladin Parnasse commence son combat en imposant son rythme, en striquant, puis en se déplaçant pour, toucher un petit peu sans se faire toucher et faire un début de premier round de propre, sans trop se livrer, en jaugeant, en testant pour, ensuite, développer son jeu par la suite. Alors moi, j'ai quelque chose d'assez différent pour l'ouverture de combat. Commencer progressivement. Je pense que l'arrivée à l'UFC, c'est une énorme pression et je pense qu'il va falloir justement prendre ses mesures, un peu comme il l'a fait contre Varela. J'aimerais beaucoup le voir faire un round un peu mesuré sur lesquels il prend la mesure de Dan Hooker et progressivement après il mettrait Dan Hooker sur le pied arrière, mais au début peut-être bouger, tourner, prendre ses marques dans ce nouvel octogone. Oui, assez d'accord. Juste pour, repréciser ce que je disais juste avant, je pense qu'on est plutôt assez d'accord sur la progression, de ce début parce qu'après j'ai mis une pression progressive. Quand je disais du volume, c'était, pas forcément être celui qui veut absolument placer son volume habituel, mais plutôt ne pas oublier d'en mettre face à un Dan Hooker qui en mettra beaucoup et essayer de ne pas être derrière au point. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va être très important de gagner ce premier round. Je pense qu'il va falloir plutôt essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre la mesure, de comprendre les mouvements de Dan, de voir comment le combat peut se dérouler, et ensuite d'accélérer, pas forcément tout le premier round tourné, mais essayer progressivement de rentrer dans le combat, faire attention, et puis au moment où il le sentira, à peu près vers la moitié du combat, je pense, essayer de mettre un peu Dan Hooker sur le pied arrière, aller pour progressivement chercher la lutte, non pas pour forcément lutter,
mais pour le mettre sur le reculoir, par exemple, je pense, il a un très bon single leg tête intérieure. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'aller chercher, comment, la main avant dans le creux du genou et le bras arrière mettre une frame pour pousser Dan Hooker contre la cage et ensuite aller chercher à striker dans la mi-distance. Le but serait alors de placer Dan Hooker contre la cage, couper ses sorties. Il a commencé à développer son jeu, mais après avoir véritablement pris la mesure. Ouais, tout à fait. Ces entrées en lutte est quelque chose que j'ai aussi, auquel j'ai aussi pensé. J'ai ajouté, le fait de mixer avec de la lutte, donc pour, 2 raisons. Soit pour voir si c'est un chemin de victoire intéressant parce que Saladin, est très bon en lutte, a un sol, plus que correct. À voir s'il pourrait essayer d'amener ce combat dans ce domaine-là, mais aussi simplement pour placer de l'incertitude, pour, montrer à Dan Hooker qu'il est capable de le maîtriser en lutte, pour peut-être pouvoir installer un peu plus son striking. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Lutter pour faire reculer Dan et lui mettre une pression supplémentaire, une feinte supplémentaire, et je pense que ça pourrait lui permettre d'ensuite développer son jeu. Après, moi, je verrais pas forcément Saladin essayer d'attaquer de loin. On a vu que Dan Hooker défend très bien. Je verrais bien un Saladin qui va feinter la lutte pour venir dans la mi-distance, essayer d'aller boxer dans la poche, essayer enfin, faire semblant d'emmener Dan Hooker dans cette bagarre dans la poche, pour une fois que Dan essaye de répondre, aller chercher un body lock et ensuite travailler sur l'amener au sol pour, euh, pour éviter déjà de 1 sa guillotine, pour éviter sa takedown defense, mais pour aussi marquer ses points au cas où il n'arrive pas à l'amener au sol, parce qu'une fois que tu arrives à toucher Dan Hooker dans la poche, il va vouloir sûrement en remettre, et c'est là où il va pouvoir avoir de grosses opportunités pour le saisir. Ouais, ouais, je suis vraiment assez d'accord avec ça et ça rejoint, un point, supplémentaire, que je voudrais ajouter, c'est, les changements de rythme. Ça pourrait être utile pour Saladin de commencer, comme tu le disais, progressivement, en jaugeant vraiment l'adversaire et avec sa vitesse, d'amener des accélérations en striking et puis de varier avec ses changements de rythme pour essayer de perturber Dan Hooker et d'être dans un timing, jamais monotone et pour empêcher que Dan Hooker puisse, justement installer ses armes qu'il a l'habitude d'imposer très fort aux autres. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai noté feinte à distance, kick, essayer de faire vraiment surréagir Dan, envoyer des calf kicks pour casser sa posture, envoyer des middle pour couper ses déplacements, parce que Dan Hooker, en garde ouverte, c'est quelqu'un qui a tendance à tourner sur le pied arrière de son adversaire. Et là, je pense que faire ça contre Saladin, ce serait une énorme erreur, parce que Saladin, de par ses middle et side kicks, pourrait totalement l'empêcher de se déplacer. Une fois que Dan Hooker n'a plus de déplacement, je pense qu'un combat extrêmement compliqué commencerait pour lui. Et à part tenter de capitaliser sur une mauvaise entrée de Saladin, ce serait très dur pour Hooker de venir aller chercher un combat où il ne peut plus se déplacer. Oui, c'est sûr que c'est vraiment une très mauvaise idée de prendre le pied arrière de Saladin, en garde ouverte. On voit la vitesse à laquelle ça part, voilà, c'est recommandé à personne. Ouais. Après, comme j'ai dit, moi je pense que comment? Il y a quand même un chemin debout, mais selon moi, il faut vraiment aller chercher le plus gros point faible de Dan, qui est son sol. Donc comme j'ai mis, lutter par le body lock, essayer d'aller chercher le body lock, travailler dessus et finir sur un ground and pound. Et surtout ne pas se précipiter parce que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Saladin, ce sont ses débuts à l'UFC et il va falloir prendre la mesure progressivement. Tout à fait. T'as fini sur ton game plan? On passe au game plan de Dan Hooker? Allez, tout à fait. Donc, si tu veux, je vais commencer à nouveau. Le 1er point que j'ai noté pour Dan Hooker, c'est vraiment essayer de limiter les déplacements de Saladin. Comme on a dit que c'était une de ses forces et un domaine dans lequel il se débrouillait très bien, pourquoi pas, lancer des calf kicks pardon, des middle et vraiment limiter, les déplacements de Saladin parce que sinon il va avoir beaucoup de mal à lui mettre la main dessus, je pense. Ouais, c'est exactement ce que j'ai mis, utiliser ses calf kicks et ses stab kicks. Je pense que Dan Hooker va devoir capitaliser sur le fait de ne pas toucher Saladin tout de suite, mais d'instaurer de plus en plus de dégâts sur plusieurs phases du combat, que ce soit avec son bras arrière en striking pour essayer d'empêcher Saladin de lutter. Je parle pas forcément de bras arrière isolé, mais dans une combinaison, essayer d'aller chercher un crochet puis un bras arrière un peu descendant pour prévenir une attaque au sol de Saladin. Utiliser ses stab kicks pour le maintenir à distance. On sait que c'est extrêmement dur de saisir un stab kick, surtout quand ils viennent d'en bas, comme le fait Dan Hooker. Ça pourrait mettre énormément de dégâts. Puis surtout faire hésiter parce
quand tu descends en lutte et ton adversaire envoie un stab kick, tu peux très très vite te prendre un genou. Et comme tu as dit, les calf kicks, on a vu Saladin qui avait tendance à avoir une posture type anglaise et être sujet au calf kick. Alors, ça pourrait être une très bonne arme pour Dan. Et j'ai mis vraiment l'accent sur mettre la pression. Si tu commences à te faire acculer par Saladin contre la cage, ça sera extrêmement compliqué de développer son jeu. Dan Hooker, c'est quelqu'un qui boxe sur le pied avant et mettre la pression sur Saladin, l'empêcher de se déplacer. Ça lui permettrait déjà de prévenir les takedowns, de mettre une distance, de ne pas être collé à la cage et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, je pense aussi que c'est important de mettre de la pression, mais sans tomber, dans la bagarre, puisqu'on sait que Dan Hooker prend beaucoup de coups. Je suis allé voir sur, l'UFC, il prend, en moyenne 4,94 frappes significatives par minute et en imaginant la vitesse de bras de Saladin Parnasse sur ce débit-là, je me dis qu'il pourrait se faire, toucher très fort et donc que ce ne serait pas une bonne idée pour lui. Je l'ai pas noté, mais là tout de suite, je pense à un élément très important qui pourrait servir à Dan. Ce serait l'utilisation des genoux pour contrer les esquives. J'avais vu une vidéo, c'est Nicolas Haute qui parlait avec Delphine Benwesh et qui lui expliquait que lorsque l'adversaire esquive en anglaise, tu vas chercher à exagérer ton mouvement pour aller saisir la tête lorsqu'il esquive et aller mettre des genoux. Et je pense que ce genre de stratégie, ça pourrait être intéressant face à un Saladin qui a tendance à vouloir esquiver dans la boîte, Ouais. feinter un bras arrière, aller chercher loin derrière la nuque et mettre des genoux. Parce que même si les genoux ils sont pas forcément puissants, un bon genou qui surprend en plein menton, tu peux quand même pas assez facilement tomber, mais tu peux quand même tomber là-dessus. Surtout qu'on a vu que contre Bartoszynski, ça lui a valu, un knockdown, donc c'est les genoux, c'est une arme qui peut vraiment le toucher et le connecter, je pense. Oui, puis Dan, c'est quelqu'un qui a montré qu'il savait parfois user de son clinch tie. Alors pourquoi pas, une fois que Saladin est contre la cage, aller chercher potentiellement un tie clinch, mettre beaucoup de genoux, pas forcément des genoux forts comme le faisait Bartoszynski, mais des genoux au corps, des genoux à la tête qui viendraient faire énormément de dégâts, des coudes aussi. Je pense que ouais, voilà, faudrait punir, enfin faudrait être capable de sortir en cas d'attaque de Saladin et de remiser avec des coudes ou des kicks. Ouais, bah, justement, les kicks, c'est quelque chose d'intéressant que j'avais aussi noté puisque, j'avais noté l'importance, de punir les entrants en striking par sa palette de kicks. Donc voilà, ne pas laisser, Saladin rentrer, gratuitement, le toucher facilement et bien lui faire ressentir qu'à chaque fois qu'il rentre, lui aussi, il va prendre des coups et que ça ne sera pas chose facile d'imposer son striking face à lui. Ouais, dans punir les entrées, je suis extrêmement d'accord. Je pense que Saladin, c'est quelqu'un qui débute énormément avec son anglaise. Alors essayer d'aller chercher les calf kicks au moment où Saladin rentre, ça pourrait être une bonne initiative, ou les middle, pour essayer de surprendre lorsque Saladin n'a plus son bras arrière collé au corps. Ça pourrait être une excellente solution. On a vu ce genre de game plan fonctionner. Par exemple, je pense à Tom Nolan contre Faresiam. Faresiam, lorsqu'il attaquait par des phases d'anglaise, Tom Nolan envoyait directement un calf kick et ça le déséquilibrait, ça l'empêchait de développer son striking. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça et pour l'instant, sur le game plan d'Anouker, j'ai parlé de beaucoup, de moments où il devrait être dans l'action, mais j'ai aussi noté un autre point qui, serait, un point dont on a déjà parlé tout à l'heure, lié à son allonge, sur laquelle il pourrait se reposer et utiliser son jab en cas de moment faible. Parce que, je vois un combat, assez, disputé où il aura des moments faibles, où il pourrait se faire toucher salement par Saladin Parnasse et je pense que ça serait important pour lui, de prévoir, de se reposer sur ses armes pour gagner quelques minutes, pourquoi pas gagner un round, quand bien même il serait un petit peu, dans le mal. Ouais, exactement, même si Hooker, il a montré que parfois il n'était pas capable de prendre cette distance avec le chaos et de venir aller gérer ses combats, ça pourrait être une très bonne initiative de marquer ses points à distance, d'essayer de capitaliser sur capitaliser sur son allonge et essayer, pourquoi pas, se placer parfois en contreur. J'ai noté tout à l'heure qu'il pouvait utiliser ses kicks pour contrer l'anglaise de Parnasse, mais il pourrait aussi utiliser son anglaise pour contrer les kicks de Parnasse. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que parfois Saladin envoie des kicks isolés. C'est quand même assez rare, mais je pense que Hooker devrait essayer comment, de toucher avec son bras arrière au moment où Saladin envoie son middle ou son low kick pour pouvoir essayer de le faire hésiter, de lui enlever peu à peu, voilà, je pense que le game plan de Hooker, ça va être de lui enlever peu à peu ses armes. Tout d'abord ses déplacements en lui mettant la pression, en lui envoyant des calf kicks, ses stab kicks, empêcher de développer son anglaise,
quand il rentre, empêcher comment dire, de déclencher ses middle kicks de loin en allant le contrer lorsqu'il en fait. Et surtout, j'ai noté ce qui est important. Pour moi, si Dan Hooker veut gagner, il ne doit pas mettre les fesses au sol. Selon moi, il va devoir aller essayer de chercher un body lock ou un double overhook en défense de lutte. Ne pas forcément aller tenter des choses très compliquées. Et surtout, il doit garder son centre de gravité haut. J'ai noté que Dan Hooker, c'est quelqu'un qui défend extrêmement bien en lutte lorsque l'adversaire attaque sur le bas du corps, mais qu'il arrive à les faire remonter. En revanche, lorsqu'il arrive sur des positions plus compliquées comme le sprinter, c'est quelqu'un qui peut se faire amener plus facilement au sol. Alors que je pense qu'il devrait tout de suite mettre une distance en lutte, une barrière, que ce soit avec une frame de loin, un double overhook lorsque Saladin va tenter de mettre son body lock, pardon, voire même aller chercher lui-même le bodylock quand Saladin rentre pour pouvoir sortir immédiatement. Surtout que avec ses longs bras et sa taille, aller chercher un bodylock sous les aisselles de Saladin, ça pourrait le gêner. Oui, tout à fait d'accord, je partage ton analyse là-dessus. Vraiment, éviter de se retrouver les fesses au sol, c'est vraiment, la mission face à Saladin Parnasse. En dernier point, j'ai mis menacer la guillotine parce que Saladin va sûrement tenter son single leg tête extérieure. Il l'a très souvent fait. On l'a vu la dernière fois contre Kenneth Cross. Et on sait que lorsqu'on pratique un single leg, pardon, tête extérieure, on est très sujet aux guillotines. On l'a encore vu récemment. Bon, c'était pas vraiment un single leg, c'était un double leg, mais Benoît, il était venu tête extérieure. On a vu Paddy tout de suite capitaliser sur cette tête extérieure pour aller chercher une guillotine, la menacer et ensuite transitionner sur autre chose. Et je pense que Hooker devrait faire de même. Aller chercher la guillotine comme dernier rempart quand Saladin tente son single leg tête extérieure, aller chercher cette guillotine pour libérer ses jambes une fois que Salah va travailler dessus et se relever immédiatement plutôt que de s'acharner dessus. Parce que je pense que Saladin pourrait être mis en difficulté par ces guillotines, mais que pour autant la garder, ce serait trop risqué vis-à-vis du grand endpoint de Saladin. Mais c'est vrai, puis je trouve aussi qu'une guillotine bien placée, ça peut, permettre, à l'adversaire qui vient lutter de relâcher la prise, d'essayer de s'en sortir et donc il n'est plus concentré sur l'offensif, mais du coup sur la nouvelle défense de cette guillotine. Ouais, et exactement, c'est ce que je voulais dire. Ça pourrait permettre enfin, Saladin pourrait, si c'est contre la cage, vouloir relever. Et là où Dan Hooker défend le mieux, c'est sur le travail sur le haut du corps. Alors, ça pourrait être une véritable barrière défensive, mais ça doit pas être là où une condition de Dan d'aller chercher cette guillotine. Ça doit être une arme comme une autre pour défendre. Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a bien fait le tour, sur ces game plans. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, moi c'est bon, je suis d'accord pour qu'on passe à la suite. Allez, eh ben, du coup, on vous a sélectionné, chacun, un combat à regarder, durant, cet événement. Si tu veux, je te laisse commencer à présenter le tien. Ça marche. Bah alors moi j'ai sélectionné Wood contre Santos. Alors Nathaniel Wood, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, que ce soit par son style. Depuis qu'il est monté en featherweight, il a montré de réelles qualités, comme sa vitesse debout. Il est vraiment très impressionnant sur sa capacité à jaillir en anglaise, ou même à utiliser ses calf kicks. Il n'a pas eu un parcours facile puisqu'il a affronté Morgan lors de l'UFC Londres. Il a affronté Delgado et il a quand même battu Losene Keita pour son arrivée à l'UFC. Je pense que Nathaniel Wood, c'est quelqu'un qui est très complet. Il a quand même une bonne lutte offensive. Il a une très bonne lutte défensive aussi. Il est surtout extrêmement rapide sur les pieds. Et je pense que tout simplement, c'est un combattant incroyable à regarder et qu'il a eu un parcours extrêmement difficile depuis son arrivée en featherweight et qu'il est bien meilleur que son classement actuel. Et même quand j'y pense, il est pas classé sur le Media Panel, mais il est extrêmement bien classé sur le classement méta. Ça reflète bien les adversaires qu'il a pris et comment il les a battus. De l'autre côté, il Ouais, y a Myron Santos. Il est désormais, je crois, chez les Fighting Nerds. C'est un excellent striker qui boxe sur la jambe avant. Il est capable de mettre une grosse pression, que ce soit avec ses kicks ou même avec son anglaise. On a vu parfois qu'il pouvait avoir des combats disputés. Je pense à son combat notamment contre Francis Marshall. Je me rappelle plus c'était quel UFC, mais c'était le premier combat entre Pereira et Ankalaev. Et on a vu justement que Santos pouvait être mis en difficulté sur certaines phases de lutte. Mais en règle générale,
C'est un striker qui cogne extrêmement fort, qui boxe super bien sur le pied avant. Et franchement, ça va être excellent à regarder. Donc, Ouais, je rejoins ton idée, c'est vraiment un combat que tu m'as donné, envie de regarder. Si tu veux bien, je vais passer au mien. J'ai sélectionné, de mon côté, Morgan Charrière face à Felipe Lima pour plusieurs raisons. Du côté de Morgan, le Français qu'on connaît bien, qui est très à l'aise à Paris, que des victoires, qui revient, d'un combat, perdu par KO, assez, dramatique en décembre dernier face à, Melquizael Costa. Donc c'est un combat qui m'intéresse parce qu'il a pris du temps pour revenir. Un combat qui s'annonce, explosif entre 2 combattants, qui, mettent beaucoup de spectacles, d'actions, qui sont, assez dangereux. Surtout que l'UFC a placé ce combat en carte principale, donc ce qui est assez habituel pour Morgan, mais qui nous montre que ça risque d'être, un gros combat. Pourquoi pas un Fight of the Night? De son côté, Felipe Lima, c'est un adversaire, assez dangereux, qui, est arrivé à l'UFC il y a pas si longtemps, qui a battu Mohamed Naimov, le combattant que va affronter Lawson Keita sur le même événement, qui reste cependant sur une défaite face à Peyton Talbot en juin 2025. Donc il aura été assez inactif dans cette dernière année. Mais voilà, je pense que c'est un combat qui nous promet beaucoup de spectacles avec l'intrigue du retour de Morgan. Est-ce qu'il aura fait des ajustements pour peut-être moins se faire toucher? Vraiment, c'est un combat qui donne envie et on voit que pour un combat de retour, l'UFC ne l'a pas du tout ménagé puisqu'il lui donne, un assez, gros bourbier. Mais c'est les combats que veut Morgan. Hem, voilà, pourquoi pas aller chercher un bonus, encore une fois. C'est un combat vraiment que je vous conseille de regarder. alors j'ai pas envie de m'étendre sur ce combat-là puisque il est présent dans ma rubrique suivante et du coup, si tu veux bien, à part si tu as quelque chose à redire pour Wood Santos, qu'on passe à la suivante. Je te laisse passer à la suivante. Donc le combat piège pour un Français, moi j'ai mis Morgan Charrière contre Felipe Lima. Et je trouve que c'est un combat piège, autant dans l'adversité que dans la temporalité. Comme tu l'as dit, Morgan, il revient d'un gros KO contre Melquizael Costa. C'est quelqu'un d'extrêmement solide en termes de compétences martiales, mais mentalement, quand tu ressors d'un énorme KO, surtout qu'il l'a beaucoup dit dans les médias, ça l'a affecté, il a pensé arrêter sa carrière. C'est, c'est quelque chose qui est très impactant sur comment dire, sur la performance. Alors j'ai hâte de voir comment Morgan va-t-il réagir après cette défaite. On l'a vu un peu plus posé sur comment dire, sur les différentes interviews qu'il a faites. Et je suis quand même assez confiant sur la victoire de Morgan. On l'a vu s'entraîner avec Nicolas Régnier. Je pense que ça peut être une très bonne piste pour défendre la lutte et le grappling de Felipe Lima. Il me semble qu'il a fait une partie de son camp ou son pré-camp au Brésil. Mais au-delà de la temporalité du combat, Felipe Lima, c'est un énorme bourbier. J'ai, je pense à plusieurs choses, hein. Même il a fait une défaite lors de l'UFC 317 contre Peyton Talbot et que c'est son combat de montée, c'est un énorme grappleur qui est capable de mettre un volume en rythme, enfin, pardon, un rythme soutenu en lutte, enfin, un volume de rythme, excuse-moi, et qui est extrêmement fort pour capitaliser sur les situations au sol. Donc, quand un Morgan s'est fait amener par un Nathaniel Wood, ça pose quand même des questions sur est-ce que Lima va être capable de lui mettre la main dessus? Attention contre Nathaniel Wood l'amène au sol, mais c'est principalement dû au knockdown que se prend Morgan. Et aussi, comment va-t-il revenir au niveau du menton face à un Lima qui va tenter de boxer en pression et de le toucher pour amener au sol. Moi, c'est un combat sur lequel je pense que c'est un énorme piège et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner. Moi aussi et pour le menton, on pourra le découvrir que le soir du combat. Mais, dans les interviews récentes de Morgan Charrière, j'étais un peu rassuré puisqu'il disait que son style n'allait pas changer et il avait l'air de dire qu'il n'avait pas forcément d'appréhension à retourner au combat, qu'il y aurait pas forcément de changement de son style, assez spectaculaire. Donc, c'est aussi un combat, que j'ai envie de regarder et je vais passer, enfin un combat piège pardon aussi, mais que je veux regarder. Je vais passer à mon combat piège. De mon côté, c'est Ziam contre Sola, donc je vais m'expliquer. Pour moi, c'est un combat piège pour Fares Ziam, car de son côté, Axel Sola n'a rien à perdre. C'est un combat contre quelqu'un, qui est classé devant lui, qui avait un numéro, à côté de son nom, lors de son dernier combat. Il me semble même qu'il était 14e. Faresiam, c'est un combat qu'il prend, surtout pour faire, de l'activité. On sait que ça fait un moment, quelques mois qu'il avait perdu et donc il avait envie de se remettre en selle rapidement, d'engranger une victoire.
Donc je pense que le piège est là, c'est que Axel Sola vient de re-signer, son contrat. Il est en pleine confiance. Il vient de sortir d'une défaite, expéditive contre, Bonfim. Donc, mis à part, le fait qu'il puisse être, un petit peu, fatigué peut-être de son cutting, je pense que le piège est bien pour Faresiam. Il a juste à montrer encore une fois que c'est lui le bourbier, qu'il, peut s'imposer face, à tous ceux qui montent derrière lui. Mais je pense, qu'il doit faire, vraiment attention car Sola est un combattant très dangereux à ne pas sous-estimer et même que ça pourrait être un combat plus difficile que prévu. Moi, je te suis sur le fait que Axel Sola est potentiellement un bourbier pour Faresiam, mais j'avais fait l'analyse de ce combat-là, et selon moi, Faresiam, c'est quand même un combattant qui est extrêmement proche de l'élite de la catégorie. Et on l'a vu notamment lors du reportage du RMC. Il a confié qu'il avait lutté Tom Nolan par ego au lieu de striker avec lui. Et je pense que cette défaite ne reflète en rien son niveau. Son changement de camp d'entraînement en partant chez Trevor Whitman, je pense qu'il annonce de très belles choses à l'avenir pour Faresiam. Mais comme tu l'as dit, je pense que stylistiquement, Axel Stola est un problème. Parce que là où Faresiam aime striker de loin et aime la lutte par les single legs, ce genre de choses. Axel Sola, c'est quelqu'un qui met une énorme pression en anglaise, qui touche beaucoup avec son bras arrière, qui est très fort pardon, en garde ouverte et qui a un énorme body lock. Je pense que stylistiquement, c'est une opposition de style, mais que Faresiam, je lui donne 60-40. D'autant plus que Axel Sola a déclaré qu'il se remettait encore de son camp d'entraînement qu'il a fait en surentraînement pour son combat contre Bonfim c'était l'UFC Abu Dhabi, il me semble. Oui. Donc voilà pourquoi, selon moi, Faresiam, malgré que ça soit un bourbier, est quand même assez favori. Et je continue de penser notamment que Faresiam est voué à un très grand avenir dans un futur proche, là où je pense que Sola a le niveau pour le top 15, mais que pour atteindre le top 5, il lui manque encore un step. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il a ce potentiel. Selon moi, c'est qu'une question de croisée de momentum. Selon moi, Ziam est à un momentum plus haut que ne l'est Axel Sola maintenant. Maintenant, attention, ça reste un combat entre deux humains, avec un Axel qui a les armes pour poser des problèmes à Fares, avec un Fares qui a des armes pour poser des problèmes à Axel, et surtout un Fares qui revient d'une grosse défaite et qui change de camp d'entraînement. Oui, c'est ça, c'est 2 combattants qui sont en plus très complets. Donc, à première vue, c'est difficile de savoir exactement où est-ce que le combat va se dérouler, dans quelle zone, du MMA et c'est vraiment pour ça qu'on a également envie de le regarder. On passe à la slide suivante. Oui, tout à fait, donc ça concerne les débuts à ne pas manquer. J'ai sélectionné de mon côté, Mathieu Leto Duclos, donc qui est en 10-3 dans sa carrière professionnelle. C'est des débuts que, j'ai envie de regarder et que je vous invite à regarder, puisqu'il est sur une dynamique, assez positive depuis, ses débuts, ratés au Contender Series en 2024. Il a engrangé ensuite 4 victoires à l'Hexagone, que des défenses, de titres. Également la dernière face à Ilian Boafia sur un combat qui se finit, sur un ground and pound après une blessure, de Boafia. On sera peut-être un petit peu, déçus de ne pas avoir eu cette finale, du tournoi Hexagone, des middleweight, mais ce n'est que partie remise. Mathieu Eto'o Duclos revient à l'UFC contre un combattant très spectaculaire, brésilien, si je ne me trompe pas, en 17-5. Oui, Hem exactement. c'est ça, un combattant, 31 ans, donc assez âgé, qui, a obtenu, son contrat au Dana White Contender Series en 2025 par, un étranglement arrière au deuxième round. Une victoire en mai 2026, donc assez récemment, par un finish au premier round. Donc on peut s'attendre à un combat très engagé avec un Mathieu Leto Duclos qui a des armes très incisives, ses coudes, ses genoux, un gros crochet arrière face à un Brésilien qui a plus ou moins les mêmes armes. C'est vraiment, un combat que j'ai envie de regarder. J'aime J'ai je repense à son combat au Dana White Contender Series et des conditions dont il a parlé. Il me semble que Daniel Warin, son coach, était malade, qu'il avait du mal à trouver justement de la nourriture healthy pour sa diète, et que c'était quand même assez compliqué d'être à Vegas, que c'était pas un environnement qu'il appréciait beaucoup, qu'il arrivait avec plusieurs staphylocoques pendant sa préparation, et que c'était un de ses pires souvenirs, donc cet affrontement avec Marco Tulio. Déjà, même s'il a perdu contre Marco Tullio, les conditions n'étaient pas excellentes. Et en plus de ça, j'aimerais mettre un point important, c'est que Marco Tullio est un excellent combattant
qui me semble vient de battre Kopylov, non? Marco Tullio, je vais aller vérifier 2 petites secondes. Alors Marco Tullio, récemment, il a perdu contre Kopylov. Ah oui, ouais. Il me semble qu'il gagnait ce combat-là et qu'ensuite il s'est fait finir, si je me trompe pas. C'était en décision unanime plutôt. Ah C'est le ouais, ah combat bah, d'avant où il s'est fait alors, finir face à Christian Leron Christian Delcan. Duncan. Là, C'est j'étais ça, oui. complètement à côté, en fait. Mais bon, Roman Kopylov, ça reste un excellent combattant, surtout dangereux en striking. Mais cependant, j'aimerais mettre un point d'attention sur Mathieu Leto Duclos. C'est quelqu'un qui a tendance à parfois rester un peu trop en face, à monter les mains et à encaisser. Et je pense que à l'UFC, le niveau en face, la pression, ça peut jouer. Et que, attention à ne pas se faire toucher dès les débuts du combat. Souvent, ses game plans, c'est de fatiguer ses adversaires et d'ensuite aller les chercher. Et je pense que faire ça à l'UFC, ce serait extrêmement risqué de prendre le risque de se faire finir dans les premiers rounds pour pouvoir ensuite accélérer. Je pense qu'il vaudrait mieux adopter une stratégie plus prudente. On l'a vu en combat être principalement axé sur son anglaise, ce que je trouve assez dommage puisque là où il est le meilleur, je trouve, c'est à distance de kick. On l'a vu notamment en sparring quand il est léger sur ses appuis, pardon, qui fait du in and out. Il arrive à très fort toucher avec ses kicks et à mettre une distance que peu de combattants arrivent à lire. Tout à fait, puisque quand il est, j'appuie ce que tu dis dans le fait de dire que quand il est en distance rapprochée, il touche fort, mais il se fait aussi fortement toucher et donc en arrivant à l'UFC, c'est peut-être pas l'idéal de, on va dire, jeter une pièce en l'air et de prendre des risques inconsidérés, donc il faudrait vraiment qu'il fasse attention à ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, un bémol que j'aimerais mettre, c'est son camp d'entraînement. On sait que la team Daniel Warin, comment, énormément sont partis. Alors, est-ce qu'il a pu s'entraîner avec des sparring partners de qualité? Je ne sais pas. Je ne vais pas parler là-dessus puisque je ne suis pas au courant de ses sparring. Est-ce qu'il a réussi à avoir un camp d'entraînement optimal pour le top niveau? Ça, c'est quelque chose qui est à voir. Bien évidemment, j'ai entendu, à ce sujet Daniel Warin, parler de certains, sparring partenaires. Je n'ai pas retenu les noms, donc je ne pourrais pas Il me apporter semble qu'il plus y a un Darius d'informations. Brutus. Potentiellement, oui. Je me rappelle plus du tout des noms, mais en tout cas, je sais qu'ils ont pris ce combat au sérieux, qu'ils ont essayé de faire venir du monde. Les identités, je ne les ai plus, mais je pense qu'on peut, leur faire, un minimum confiance là-dessus, même si, on n'est pas dans le camp d'entraînement, on n'a pas tous les secrets, on ne sait pas tout. Ouais. Et de mon côté, moi, j'ai choisi Delphine Benwesh. Pourquoi? Parce que c'est une combattante que j'avais découverte lorsqu'elle combattait au KOF, notamment il me semble elle avait fait la ceinture, qu'elle avait perdu contre une combattante dopée à 3. C'est une combattante assez agressive qui a quand même une bonne lutte, mais qui a surtout une excellente anglaise. Quand je pense que dans cette catégorie-là, il y a très peu de personnes capables de rivaliser en anglaise avec Delphine Benouesh actuellement, et je pèse quand même mes mots. Elle a aussi un excellent clinch tie où elle arrive à mettre un gros volume de genoux, ce qui m'impressionne fortement. Elle a perdu son dernier combat au TUF contre Tina Black, mais c'était quand même une énorme guerre où je pense avec un peu plus de lutte, elle aurait réussi à gagner. C'est quand même une personnalité assez marquante car malgré sa défaite, elle a réussi à signer à l'UFC. Elle fait énormément de contenu sur les réseaux et c'est quelqu'un qui plaît à la fois dans la cage, mais aussi par sa personnalité en dehors. Et je pense que contre Sofiane Montenegro, il va pas falloir prendre ce combat à la légère. Je pense qu'il faudrait un peu mixer la boxe et la lutte pour pouvoir aller chercher un combat un peu plus facile que seulement rester debout. Mais je pense que Delphine Benwesh, c'est la prochaine sensation féminine à l'UFC. Après Fatima Klein. Oui, c'est très intéressant de parler de ça et je pense, au niveau de Delphine que ça va être, très, appréciable pour nous Français de la regarder. C'est une athlète féminine en plus qui rejoint le roster et on sait surtout que c'était son but, à long terme de rejoindre l'UFC avec Nicolas Hotz, avec une stratégie, pensée sur plusieurs années pour y arriver et maintenant qu'on y est, on va pouvoir lâcher les chevaux et aller à fond donc c'est un combat que j'ai très envie de voir aussi de mon côté. Ouais, d'autant plus que si je me trompe pas, j'en suis quasiment sûr, c'est la première française à rentrer à l'UFC en strawweight, il me semble. J'en ai pas d'autres en tête donc j'ai envie Puisque de te dire oui. Zara Fern était, il me semble, en 61 comme Nora. Euh, Je crois aussi. Manon, donc selon moi, non, c'est bien la première en strawweight. Après, ça va être un combat très difficile, hein. En face, elle a une adversaire très solide en la présence de Sofia Montenegro. Donc, il faut pas se référer
à sa dernière défaite car c'était un combat en flyweight et non pas en strawweight. Et je pense que c'est une combattante très dangereuse qui, que ce soit debout ou au sol, elle a à la fois des finishes en striking, mais aussi avec des soumissions. Donc, il ne va pas falloir la sous-estimer, mais je pense cependant que Delphine est quand même la prochaine, comment dire, sensation à l'UFC chez les féminines. C'est tout ce qu'on espère pour elle et avoir un adversaire de ce calibre-là, ça va lui permettre de sortir toute sa palette et de nous montrer, j'ai envie de dire, ce qu'elle a dans le ventre et de voir, ce à quoi elle se destine plus tard. Donc, je pense qu'on peut passer au pronostic. Ouais, tout à fait, mais je vais commencer par le mien. Tout simplement, je vois une victoire de Saladin Parnasse par un TKO au round 2. Je le vois réussir rapidement, à imposer les armes, pardon, dont on a parlé dans la partie game plan tout à l'heure. Le voir, toucher, Dan Hooker, peut-être des coups au corps ou simplement, beaucoup de volume contre la cage. Je le vois bien réussir, à le cadrer et terminer sur une avalanche, de coups. Quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a pu voir, au KSW, pardon. Alors moi, je vais pas te mentir, j'avais aussi un TKO round 2, mais comme tu l'as mis, j'ai préféré prendre le choix du round 3. Je vois bien un Saladin, comme j'ai dit, prendre ses distances au début, faire attention et augmenter le volume progressivement avec, comment dire, la mesure de l'adversité et pourquoi pas un finish au round 3 sur un TKO et je parierais plutôt sur un ground and pound qu'un finish debout. Ouais, c'est quelque chose qui me paraît assez pertinent en ground and pound. C'est quelque chose, on a dit, c'est une force qu'on a pointée, tout à l'heure et on sait qu'au sol, sur son dos, Dan Hooker n'est pas forcément, le plus, cohérent. Donc c'est quelque chose qui me paraît, assez pertinent, ouais. Et donc, on va finir sur quelques hot takes sur la card. Alors moi, ma première hot take, ce serait que potentiellement, on pourra avoir pour la première fois trois défaites de Français à l'UFC. Je ne dis pas ça pour dire que les Français ne sont pas forcément bons sur cette UFC Paris, mais je dis ça parce que les Français sur cette UFC Paris connaissent une adversité énorme. Je pense à par exemple Oumar Sy contre Bukauskas. Oumar Sy n'est pas forcément sur la meilleure dynamique de sa carrière et je mets énormément de respect sur le nom de Bukauskas, qui est un très bon combattant. On voit aussi Michael Aljarouj qui combat l'ancien champion du WoW. Encore une fois, un énorme combat. On sait que Michael Adjarouj revient d'une énorme période off après sa. Je me rappelle plus si c'est une défaite ou ça a été tourné en no contest, son combat contre Romeros Reis. On a Il me aussi le combat semble. de Mathieu qui prend Diaz, un très bon combattant. Et donc, ce que je veux dire, ce n'est pas manquer de respect aux combattants français, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils font face à une excellente adversité. Et bah, bien sûr, on pense au co-main event où on aura forcément un Français qui va perdre sur cette UFC Paris, comme lorsqu'on avait eu Gomis contre Gemuri. Ouais, bah, écoute, moi, ma take, elle rejoint un petit peu la tienne, qui est la suivante, c'est-à-dire que, je vois potentiellement une majorité, de Français, perdre, les combats ce soir-là, puisque on voit que l'UFC leur met, des assez gros morceaux, face à eux. Donc je pense que à part le co-main event, on aura à coup sûr, à moins qu'il y ait une égalité, une victoire d'un Français et je crois fort en la victoire de Saladin Parnasse. J'ai confiance en les Français, mais ils prennent tous des bourbiers donc j'ai assez peur, pour certains et je pense qu'on pourrait se retrouver avec, peu de victoires françaises, peut-être 2 ou 3 dans le pire des scénarios. Oui, surtout le public, faudra pas en vouloir à nos Français, puisque cette année, ils prennent quand même, comme tu l'as dit, et je mets une certaine importance à le souligner, une adversité qui est quand même assez incroyable. C'est l'UFC, c'est là où il y a les meilleurs. Et il faut féliciter les Français quand ils gagnent, parce que c'est quelque chose d'énorme de gagner à l'UFC, d'être haut classé. C'est pas tous les pays qui ont des combattants haut classés dans beaucoup de divisions comme on a. Là, je pense on a par exemple un Faresiam et Axel Sola dans le top de la division. Saladin dans cette même division qui est quand même qui va rentrer face à un top 10. Et il n'y a aucune honte à perdre à l'UFC. Il n'y a que de très bons combattants et faudrait toujours les soutenir parce qu'une défaite ne régit pas la vie d'un combattant, ni son ni sa qualité, pardon. Tout à fait d'accord, ça va être important de pas banaliser ça et des défaites, des victoires, c'est ce qui va contribuer au développement du MMA français, je pense et je voudrais enchaîner sur, ma deuxième take qui concerne, Morgan Charrière.
J'ai confiance en lui, en le fait qu'il aura eu un bon camp d'entraînement, comme tu le disais, en partie au Brésil, puis en France, avec, Nicolas Reynière, comme tu le disais. Je pense, qu'il peut nous claquer un magnifique, KO TKO, comme il a eu l'habitude, à Paris les années précédentes et même si c'est pas, quelque chose de très, solide, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il n'a pas arrêté de faire une victoire, une défaite, puis une victoire. Et là, il revient d'une défaite, donc je crois en le fait qu'il puisse gagner à l'UFC Paris cette année. Alors, ma hot take sur un Français, ça va être Oumar Sy. Je pense que ce combat, pardon, va se finir par une split décision contre Bukauskas. J'arrive pas à me décider s'il va prendre cette décision ou pas, mais énormément de respect à Oumar Sy. C'est un énorme prospect, mais il est quand même sur une mauvaise passe. Il a enchaîné une défaite contre Menifield, il a gagné contre Ribeiro, et ensuite il a reperdu contre Yon Cutelaba sur une guillotine. Est-ce qu'il va arriver à être à 100% mentalement sur ce combat-là? Je n'ai aucun doute que il ait les qualités martiales pour pouvoir vaincre Bukauskas, mais c'est du combat, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je vais dire que c'est un combat extrêmement serré et Bukauskas est un très bon combattant, un excellent athlète qui n'a perdu que lorsqu'il il affrontait l'élite de la division des lourds légers. De mon côté, ma dernière take, elle va concerner, Axel Sola. Je pense réellement, qu'il est capable de poser de gros problèmes, de surprendre même Faresiam et je pense, pourquoi pas avoir un KO TKO, de d'Axel Sola, un peu à la manière du coup de coude retourné qu'il avait pu placer à Mason Jones, qui lui avait valu un knockdown. Je crois vraiment que dans un temps assez réduit, de camp d'entraînement, il va peut-être miser sur des armes, surprenantes, des choses pour terminer le combat rapidement et je verrais pourquoi pas, si Fares, vient à manquer, d'attention, un coup où il se ferait surprendre, pardon. Même si voilà, je tiens à rappeler que, c'est un combat entre 2 Français, qu'on a envie de tous les 2 de les voir briller, qu'on souhaite qu'ils aient eu les meilleurs camps d'entraînement et d'avoir un très beau combat pour tous les 2. Ma dernière take, elle va concerner le combat entre Michael Venom Page et Nursultan Ruziboev. Désolé si je prononce mal, mais je pense que Ruziboev va venir avec les crocs dans ce combat-là, et Venom Page, de le rusher, de ne pas le laisser développer sa distance et de lutter. On a vu que ça peut être compliqué pour Michael Venom Page lorsqu'il est dos au sol. Alors je pense que Ruziboev, il va être capable de le mettre dos au sol. Surtout qu'on a un MVP qui est à son dernier combat sur le contrat UFC, qu'il a de mauvaises relations actuellement avec l'UFC, et je pense que ça peut l'impacter dans la cage, surtout face à un énorme prospect qui est Nursultan. Et je pense que je verrais bien un finish de Nursultan ou bien une décision après de la lutte et beaucoup de ground and pound. Très bien et ben, je pense qu'on a fait le tour, sur cette analyse de l'événement. Exactement. N'hésitez pas à nous follow nos chaînes à tous les deux, que ce soit sur TikTok, Instagram. Je poste aussi sur Spotify. Donc c'est tiré du bas MMA analyste tiré du bas et moi c'est fan de MMA tiré du bas. Sur ce, merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et un excellent UFC Paris. À la prochaine.